Luc Olivier d'Algange, parce que la parole est bonne, mais le texte écrit est encore plus extraordinaire. Le premier extrait que vous avez choisi, que nous dit-il? Alors, le premier extrait parle de la modernité. C'est une espèce de constat du monde qui est le nôtre et que je trouve extrêmement violent. Parce qu'il y a beaucoup de violence chez Luc Olivier d'Algange. Beaucoup. Et aussi. Beaucoup. Il n'y a pas que cela, mais il y en a aussi. Non, il y a une violence pour retrouver la sérénité. Absolument. C'est pas une violence gratuite, c'est une violence pour trouver la sérénité et donner la sérénité. Absolument. Parce qu'on éprouve une grande sérénité à vous lire. Tout à fait. Ah ben ça, j'en suis heureux. Et là, c'est un petit extrait de lecture pour Frédéric II, qui est un des textes que j'aime particulièrement. Les modernes espèrent peu. Ils revendiquent, ils planifient, ils n'attendent rien. Et ce n'est plus même l'impatience qui les caractérise, mais une volonté de se persuader eux-mêmes que tout doit être immédiatement à leur ressemblance. D'autrui, ils n'attendent rien, sinon qu'ils soient identiques à eux. Le mot d'ordre est tous pareils. Et c'est plus qu'un mot d'ordre, c'est une profession de foi. Mais de ce semblable parfaitement identique, il n'y a précisément rien à attendre, rien à apprendre. À l'horizon de cet humanisme moderne, aucune surprise, nul émerveillement. Toutes les aspirations sont supposées être identiques. Salaire, voiture, maison, week-end. D'autant plus, gardons-nous la satisfaction d'en avoir un peu plus que le voisin. Mais si le voisin veut autre chose, s'il croit à ce qui ne peut se planifier, se comptabiliser, c'est alors un réactionnaire, un archaïque, un fou et sans doute un fort méchant homme. On en vient progressivement dans nos sociétés à ne presque plus rien pouvoir dire. Tout vexe, heurte, scandalise. Toute pointe d'idée suscite la réprobation. Celui qui pense dans l'accord avec ses prédécesseurs, celui qui songe avec Corneille ou Pascal, outrage presque en respirant. De la grande et belle liberté française, il ne reste presque rien. Si l'on dîne dans la classe moyenne, désormais il faut se brider, comme chez les talibans, et mesurer ses propos, comme chez les soviets. Tout ce que nous disons est volontairement mal compris. L'intelligence ne vole plus, c'est à peine si elle rase les murs. Ce monde soi-disant festif et éclaté est emmailloté de 1000 convenances absurdes selon les milieux dont on ne peut déroger sous peine d'excommunication. C'est une des raisons de notre entretien, chère Ombre, la disparition en France de l'art de la conversation. C'est qu'en effet, la conversation ne sert à rien. Elle ne participe point à la planification, elle divague, libre, ne servant rien ni personne, se dissipe dans l'air où elle demeure, mystérieusement. Sans verser dans un mysticisme bizarre, il me semble en effet que certains échanges, lorsqu'ils se sont détachés du bruit ambiant, je veux dire, certains échanges assez aigus, assez gracieux, demeurent dans une sorte de mémoire de l'air, une sorte de mémoire seconde, dans l'air de l'air, comme disent les alchimistes, dans un éther d'où parfois ils nous reviennent. Il est des lieux, comme des personnes qui nous inspirent, qui nous murmurent à l'oreille, qui favorisent le geste de nos pensées, comme il en est d'autres, qui nous abrutissent. Je gage que certains beaux esprits, en passant ici ou là, ont laissé, par-delà des décennies ou des siècles ou des millénaires, des traces, des signes d'intelligence dans l'éther. De cette expérience, je tire 2 enseignements qui rejoignent ce que nous disions au début de notre promenade. Le premier est d'un ordre diététique. Il faut choisir ses fréquentations comme sa nourriture, comme ses drogues. Certaines sont indigestes et funestes. Un homme libre est d'abord celui qui peut choisir qui il fréquente. Les implications morales de cette liberté sont vastes.
Elle nous situe d'emblée au-delà des valeurs domestiques. Elle nous prédispose à comprendre les principes. Le second enseignement est de l'ordre de la géographie sacrée. C'est ici, et non ailleurs, qu'une sorte de bonheur d'être vient à nous. C'est ici précisément que telle intuition fondamentale se fait jour. C'est ici que les muses nous parlent, que nous entendons les voix sidérales des dieux. Pourquoi ici et non ailleurs, fût-ce juste à côté? C'est là une de ces questions à laquelle l'expérience me fait sans cesse revenir. Ce coin du monde, qu'il soit dans la nature ou dans la ville, ce coin précis, pourquoi en suis-je mystérieusement l'élu? Je l'observe, je tente de définir ses caractéristiques, mais rien ne semble le distinguer fondamentalement d'un autre. Ce qui le distingue n'est ni le calme, ni même la beauté, qui possède ses critères plus ou moins objectifs, non. Cet espace où l'existence s'éploie, cet espace où transparaît une vérité du monde, cet espace où les atomes de l'air frémissent d'une vie plus intense, cet espace qui est la réverbération d'une splendeur cachée, rien ne le distingue objectivement, sinon cette vertu, cette puissance intérieure que je ne parviens pas à nommer ou à définir. Merci Didier Carrette, merci Luc Olivier d'Alcange. Puis ça, c'est une solution, peut-être. Soyons, comme Cyrano, téméraires. C'est au-delà du courage que l'on répute parfois inconscient, alors qu'il n'est peut-être qu'une conscience extrême consumée dans son propre feu de lumière, fait la force de nos désinvoltures charmantes. Les temps de la témérité spirituelle sont revenus, comme les cerisiers en fleurs. Soyons téméraires d'aimer notre langue et notre patrie. Soyons téméraires d'aimer ce qui nous enchante et nous allège. Soyons téméraires d'envol et d'intelligence retrouvée avec nos maîtres d'armes et de mots. Soyons téméraires à devancer nos grandes idées qui nous suivent, comme le disait Nietzsche, sur des pattes de colombe. Soyons téméraires, car nous savons de science certaine et aiguë que nous avons tout à perdre et rien à gagner. Voici bien 2 siècles que nous avons laissé gagner nos ennemis, et ceux-ci pourrissent dans leurs gains ou vont dans le sens de l'histoire comme des animaux morts au fil de l'eau. Voici bien 2 siècles ou 2 millénaires que notre témérité de perdants éperdus nous tient en la faveur des anges et des dieux. Pour le téméraire, le temps ne compte pas, ni le décompte des secondes qui nous rapprochent de la mort, mais le vif de l'instant, dénombrement perpétuel de l'infini. Par la preuve par 9 des 9 muses dont parlait Jean Cocteau, nous sommes assurés de retrouver le nombre exact de nos syllabes et de nos amis, ceux qui nous aiment dans les prosodies du temps qui passe. L'innocence du devenir nous convainc de la pérennité de l'être. Ne déméritons point de notre seule témérité d'être. Rédimons les dieux bafoués par les temps moroses, les dieux qui dorment en nous. Éveillons l'ange de la fleur du cerisier dans œcuménisme des racines, des branches, des fleurs, des parfums et des essences. Éveillons l'ange de la pierre et l'ange du regard. Éveillons témérairement l'archange de la France. Ça, c'est très joli. Au même éditeur, Alexis Farmac, et c'est L'ombre de Venise. Oui. Est-il beaucoup question de Venise? Peu aussi, mais par contre, il est question de Nietzsche qui avait pensé intituler Le Gai Savoir L'ombre de Venise. Ah, Et voilà. Donc c'est un hommage à C'est ce Nietzsche. titre qu'il avait abandonné, et comme j'avais convoqué Un voyageur et son ombre, comme dans Nietzsche. D'accord. Sans doute, pour reprendre la boutade de Sacha Guitry, il n'est point de meilleure façon d'être de son temps que d'être contre son temps, tout contre. Il me semble d'une façon générale que l'homme moderne est posé, pour ainsi dire, à côté de son époque. Il la considère comme meilleure que toutes les époques antérieures, mais il ne voit pas son temps. Il ne l'éprouve point dans son horreur, dans son éclat. Le moderne croit que son époque favorise l'égalité, le respect de la personne humaine, la raison, etc.
Alors que de toute évidence, notre siècle est le siècle des exterminations, des inégalités les plus criantes et de l'obscurantisme le plus noir. Le moderne croit que son temps voit progressivement l'extinction des despotismes, alors que le pouvoir de détruire, de contrôler, de manipuler n'a jamais été aussi grand. Tout ceci me donne à penser que l'homme moderne est un homme qui ne vit pas dans son temps, un homme qui se caractérise par un degré particulièrement faible de présence au monde. Quant à son esprit critique tant vanté, il est réduit à rien. L'homme moderne a cette étrange faculté de tout voir, de tout entendre, mais de ne rien regarder ni écouter. Les informations qui circulent rencontrent un entendement absolument passif. Il vit dans un ressassement de mensonges et ne tire aucune leçon de rien. L'homme moderne ne vit point la modernité, il songe hypnotisé à côté d'elle. Devant les écrans qui s'interposent entre lui et la réalité, il se lasse doucement de vivre. Les écrivains de la modernité, dont en effet je me réclame, tels que Joyce, Witkiewicz, Pessoa, Bieli, Pound, Artaud, Junger, Abellio, etc., se caractérisèrent précisément par leur audace à entrer avec violence dans leur époque, à se confronter à son abomination et à tenter de s'en rendre victorieux. Tous les grands écrivains du XXe siècle furent de ces horribles travailleurs, pour reprendre le mot de Rimbaud, acharnés à empêcher la schématisation du langage et de la pensée. Je lis ces œuvres comme des actes de résistance et de contre-attaque. Lorsque le monde tombe sous le contrôle, se planifie, se rationalise, les écrivains deviennent chamans guerriers, chevaliers gnostiques. Ils interrogent les théologies, les mythologies, se relient au passé par mille radicelles subtiles. Lorsque le monde se réduit au schéma grossier de la production et de la reproduction, les poètes entrent en clandestinité et retrouvent le sens des extases et des prophéties. Oh, il y en a tellement. On va parler toujours dans l'ombre de Venise, d'un auteur que Luc Olivier, je sais, chérit entre tous, c'est Pessoa. Oui. Le grand poète portugais Pessoa. L'œuvre de Pessoa commence enfin à être, sinon connue, du moins accessible. Or, Pessoa se montre par l'arborescence de ses hétéronymes, par la vigueur polyphonique de son œuvre, par sa radicale liberté de ton, de style, de pensée, qui le livrerait, comme d'ailleurs Baudelaire, Flaubert et tous les autres, à un permanent lynchage médiatique, s'il n'était devenu par chance, et d'une courte tête, des classiques avant l'établissement planétaire du politiquement correct. L'auteur, donc, Pessoa, par excellence, du dépassement de l'individualisme et du collectivisme. Pessoa ne cherche point à s'agréger par manque d'être à une communauté plus ou moins vaste qui lui conférerait la réalité ontologique qui lui fait défaut, comme ce fut le cas de bon nombre d'écrivains tentés par le fascisme ou le communisme. Non, Pessoa décide souverainement de porter en lui la communauté des poètes et des aventuriers, des métaphysiciens, des pâtres, des conquérants, des prêtres, des guerriers qu'embrasse sa tradition poétique et impériale. Pessoa réinvente l'impérialisme des poètes, qui est un impérialisme maritime et céleste. Il n'a nul besoin de se fondre dans une communauté, car cette communauté vit en lui. Le poète métaphysicien est l'hôte de la tradition, au double sens du mot hôte, à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Le poète métaphysicien est récipiendaire d'un ordre où son individualité se décline selon la loi des correspondances et des gradations. Être homme de la tradition, avec un grand T, c'est porter en soi non seulement la mémoire, les actes et les œuvres des prédécesseurs, c'est faire de cette remémoration déférente un acte de création. Si nous ne sommes pas seulement ce moi, circonscrit par le déterminisme biologique et sociologique, si d'autres possibilités subsistent, d'autres aventures, d'autres gloires, alors le poète
ne témoignera pas seulement pour sa subjectivité, ni même seulement pour sa tribu ou pour son clan, mais il pourra être, le cas échéant, si les 9 muses le considèrent avec une égale attention bienveillante, une littérature à lui-même, à lui seul. Ce fut l'ambition de Pessoa, être à lui seul une littérature nationale, et mieux encore, une littérature impériale. Ce processus, j'aimerais faire comprendre qu'il n'a rien d'extravagant et que tout devrait nous porter désormais à le considérer comme exemplaire. Au moment où notre civilisation et notre culture se désagrègent, où le repli de chacun dans son clan exacerbe l'individualisme de masse en feignant de s'y opposer, il n'est peut-être d'autre recours que de porter en soi la tradition, que de rassembler en soi les mémoires de plus en plus disparates et divergentes de notre culture. Le processus hétéronymique mis en œuvre par Pessoa n'a vraiment rien du banal jeu oulipiste. Non, ce n'est pas la notion de texte qui domine l'œuvre de Pessoa, mais la notion de pensée. Aussi divergentes que soient les croyances et les réponses métaphysiques ou antimétaphysiques des hétéronymes de Pessoa, le point d'appui n'en demeure pas moins celui d'un questionnement unique. Qu'il s'agisse de Ricardo Reis, d'Alvaro de Campos, de Bernardo Soares ou de Pessoa lui-même, ce sont toujours des méditations où l'entendement s'interroge lui-même sur l'être, le néant, le possible. À cette interrogation lancinante, toujours identique à elle-même, les hétéronymes apportent des réponses différentes, mais cette diversité même renvoie au cœur de l'interrogation centrale, invariable, abyssale. Le lecteur doué d'une oreille fine ne tarde pas à entendre par-delà l'éclectisme apparent une musique unique, persistante. Les hétéronymes sont nombreux, les réponses philosophiques qu'ils proposent sont variées, mais le questionnement est le même. Et c'est ce questionnement qui donne leur saveur propre aux poèmes et aux essais.